Bonjour à tous et toutes. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un honneur que je sois présent pour vous, mais c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Hein. Je tiens à le dire, et je ne le cache pas, extrêmement ému, et je l'ai été tout à l'heure tout particulièrement lorsque la plaque Hélène et Victor Bache a été dévoilée avec le chant des partisans. Extrêmement ému parce qu'aujourd'hui, je ne m'y attendais pas à ce point, mais je succède, après d'autres, à Victor Bache et je porte le poids, la responsabilité, la charge, l'honneur enthousiasmant d'être à la tête de la Ligue des droits de l'homme après de si illustres prédécesseurs. Et je crois que quelque part, je vais parler aussi d'Hélène, hein, je vous rassure, mais quelque part, Victor Bache quand même symbolise pour nous, à la Ligue des droits de l'homme, tout ce qui est l'honneur de nos combats. Et je suis d'autant plus ému que j'ai présidé, peut-être le savez-vous ou non, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme pendant plusieurs années, et nous ne sommes que 3 à avoir été à la fois président de la Ligue des droits de l'homme et de la Fédération internationale des droits de l'homme, et ce sont 2 illustres prédécesseurs auxquels j'aurais garde de me comparer, Victor Bache, je viens de le dire, et aussi quelqu'un que j'ai connu, jeune avocat et jeune membre du Comité national de la Ligue des droits de l'homme, pour qui j'ai la plus grande admiration et j'avais la plus grande estime et amitié, ce qui était Daniel Meyer, qui a été aussi président donc à la fois de la Ligue des droits de l'homme et de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors, quelques mots tout de même, bien sûr, sur le fait que ce sont 2 femmes qui sont principalement honorées, en quelque sorte, aujourd'hui, par le rajout de leur nom à ces plaques, ces 2 plaques qui ont été dévoilées tout à l'heure, Louise Pioda et Hélène Bache. Il n'est que temps, il faut le dire, mais mieux vaut tard que jamais, c'est toujours ce que l'on dit, il n'est que temps de rendre hommage aux femmes. Et fort heureusement, depuis quelques années, et ça s'accélère un peu le mouvement, on rend hommage aux femmes d'hommes célèbres alors qu'elles étaient restées dans l'ombre, et c'est vrai des milieux politiques, mais c'est vrai aussi des milieux culturels, artistiques, et je crois que c'est une bonne chose et que c'est un mouvement qui doit se poursuivre, y compris d'ailleurs avec davantage de plaques qui honoreraient uniquement une femme, car on voit que dans nos rues, ce sont quand même le plus souvent des noms d'hommes qui nous guident dans les avenues. Alors, je parlerai un instant d'Hélène Bache, parce que ce qui m'a frappé en me replongeant un peu dans le parcours de Victor et Hélène Bache, c'est qu'ils se sont mariés très jeunes. Ils ont vécu à peu près 60 ans, sauf erreur, 60 ans ensemble, et on vous a rappelé tout à l'heure que le 10 janvier 1944, ils ont été exécutés ensemble par la milice, avec évidemment l'aide main dans la main, si on peut dire, de la Gestapo. Donc c'est un sort qui a été commun, c'est un combat qui a commencé très tôt pour l'un et pour l'autre, et en particulier pour Victor Bache, puisque vous savez que son engagement date du procès, le 2e, je crois, qui était fait au capitaine Dreyfus, alors que Victor Bache était enseignant en philosophie à l'université de Rennes. Il a été à ce moment-là l'un des premiers adhérents, voire vaguement fondateur, mais un des premiers adhérents en tout cas de la Ligue des droits de l'homme, de la LDH. Il n'a cessé de combattre à l'intérieur de la LDH contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de discrimination, et plus largement dans un combat pour les droits et les libertés. Et je citerai juste une phrase que je trouve absolument admirable de Victor Bache, disant « Jusqu'à la fin de mes jours, je resterai l'amant
l'amant éperdu de la justice. Et je trouve ça très beau d'abord sur le fond et très beau aussi sur la forme dans cette poésie de la phrase « Je resterai l'amant éperdu de la justice ». Et c'est ce que nous devons rester à la vie, des amants éperdus de la justice. Donc Victor Bache nous sert de guide. Alors ensuite, on connaît, je ne vais pas détailler, il a été au moment du Front populaire, la Ligue a été, ça s'est passé, les premiers comités centraux à l'époque auxquels je participais se tenaient rue Jean Dolent à Paris dans le 14e, et c'est rue Jean Dolent que le Front populaire est né avec, sous l'égide presque, de la Ligue des droits de l'homme, à une époque où la Ligue des droits de l'homme comptait, je crois qu'en 1932 ou 1934, je ne sais plus, il y avait 180 000 adhérents, membres de la Ligue des droits de l'homme. Et c'était l'époque où Victor Bache était président. Il a été président entre 1926 et 1944, c'est-à-dire près de 20 années à la tête de la Ligue des droits de l'homme. Et il a été aussi, je le souligne parce que c'est quelque chose qui m'est très cher, président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Ce qui veut dire que c'était un homme qui n'était pas seulement engagé à l'intérieur, dans des combats intérieurs évidemment importants, légitimes et avec une force fabuleuse, mais il était aussi tourné vers l'international, et sa formation en particulier, puisqu'il avait, je crois, enseigné, ou tout au moins en philosophie, il était très spécialisé dans la langue allemande, il avait une vision de ce que devait être le rapport entre la France et l'Allemagne, plus largement le rapport européen, qui était tout à fait exemplaire et qui reste d'ailleurs largement d'actualité. Donc c'est vraiment l'universalisme aussi à travers Victor Bache que nous retrouvons, celui qui nous guide, puisque la Ligue des droits de l'homme, à l'intérieur, nous faisons partie toujours de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, ce qui nous guide, c'est l'universalité des droits. Tous les droits, toutes les libertés pour tous et toutes. Alors, je vais en venir quelques instants parce que je crois que vous m'y avez invité, et puis le fait de commémorer, de célébrer comme nous le faisons, et avec cette chaleur qui nous rassemble, le fait de commémorer, c'est aussi quelque part d'être dans l'actualité. Et aujourd'hui, il faut dire, malheureusement, hélas, que l'actualité nous rapproche, plus que nous rapproche, nous relie complètement aux combats qui ont été menés par Hélène, Victor Bache, et à l'époque de la résistance, par toutes les résistantes, tous les résistants que nous ne célébrerons jamais assez. Rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, rapidement. On vit une époque où, vous le savez, les libertés sont réellement progressivement mises en danger. Ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui. Il faut dire que, je vais schématiser, vous me le pardonnerez, mais ce qu'on appelle la lutte antiterroriste a été à l'origine de beaucoup de dérives. Et en particulier après, bien sûr, le 11 septembre 2001, puisque après cet événement, beaucoup de législation et de pratiques liées à la lutte antiterroriste ont en réalité donné lieu à des dérives liberticides. Et pas seulement en France, y compris dans des démocraties, même la Grande-Bretagne s'en est mêlée, qui est pourtant le pays de l'habeas corpus et qui a beaucoup renié aussi les libertés dans certains domaines. Mais en France, on avait déjà été précurseur, puisqu'on avait déjà adopté ce que la Ligue des droits de l'homme a tout de suite combattu, une législation et une juridiction d'exception avec le pôle antiterroriste qui a été longtemps en plus géré par le triste, je dirais, parce que je ne crois pas qu'il ait fait du bon travail, il était convaincu lui de le faire, mais vu de l'extérieur, ce n'était pas le cas, de M. Bruguière. Donc nous avons combattu cette justice antiterroriste dès le départ. Et par la suite, d'état d'urgence en état d'urgence, de loi sécuritaire en loi sécuritaire,
de lois anti-immigration ou prétendant régir les flux d'immigrés, on est allé vers ces restrictions. Alors, depuis 2 ans, les choses incontestablement se sont accélérées et aggravées. Je vais citer deux ou trois exemples rapidement, vous les connaissez, puisque la presse s'en fait beaucoup l'écho, et s'en fait l'écho pour certaines presses, mais fort heureusement minoritaires, pour essayer de mettre en difficulté ce qui ne sera pas le cas et de bâillonner ce qui ne sera certainement pas le cas, la Ligue des droits de l'homme. D'abord, la liberté associative. Il y a une loi qui est une loi d'août 2021, qui est une loi dite pour le respect des principes républicains, qu'on a appelée loi séparatisme, qui à l'origine a été présentée, il faut le dire, pour lutter à l'encontre des associations de type musulman, mais en présentant comme si c'était des associations plus ou moins extrémistes, et en réalité visant toutes ces associations et bien d'autres, ce qu'on n'a pas perçu dès le départ. Et puis, suivi d'un contrat d'engagement républicain qui a fait l'objet d'un décret qui n'avait rien d'un contrat, puisque c'est une obligation pour les associations qui veulent recevoir des subventions, qui date du 31 décembre 2021. Autrement dit, pour résumer, on a voulu encadrer les associations, les contrôler, même dans leur définition, dans leur objet et dans l'attribution des subventions. Bon, on sait toutes que dans des pays démocratiques, la vie associative ne peut pas se développer, ne peut pas exister sans qu'il y ait des subventions accordées. Et les associations, par principe, ce sont des contre-pouvoirs. Donc, il faut que les pouvoirs, et c'est le cas dans les démocraties, acceptent de subventionner des associations qui seront des vigies en matière de défense des droits de l'homme. Et on voit très bien donc désormais, et la Ligue en est une des illustrations, on joue sur les subventions pour essayer de diminuer ou de même supprimer la possibilité d'agir des associations. On voit aussi beaucoup d'associations qui font l'objet d'arrêtés d'interdiction. Voilà. Deuxième exemple, c'est la liberté de manifester. La liberté de manifester, elle est effectivement entravée, n'en déplaise à M. Darmanin, par les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre exercent le contrôle des manifestations. C'est ce qu'on appelle les violences policières. Et ces violences policières, elles sont incontestables. Elles sont reconnues. Il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme qui dénonce ces violences policières. Vous le savez, il y a la défenseur des droits, Mme Claire Hédon, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, toute une série d'autres organisations, d'Amnesty International, à d'autres organisations françaises. Bon. Et néanmoins, c'est à la Ligue des droits de l'homme actuellement, vous l'avez vu, qu'on fait ce procès, qui est un mauvais procès, qui est un procès d'intention, qui consiste à nous dire vous avez tort à Sainte-Soline, vous avez tort de dénoncer, alors que c'est une évidence, c'est un simple constat. Et ce combat, donc, nous devons aujourd'hui le mener dans un climat difficile, qui est un climat d'invective, qui est un climat d'amalgame, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'échanger, et qui est un climat aussi, qui est un climat lié à l'utilisation du langage, à l'utilisation du mot. Et je terminerai par là parce que je suis déjà beaucoup trop long, mais on voit très très bien dans le langage politique gouvernemental l'utilisation de termes comme l'éco-terrorisme, le terrorisme intellectuel, ce qui renvoie à quoi? Ce qui renvoie tout simplement au langage de l'extrême droite, des idées de l'extrême droite, que le pouvoir en quelque sorte s'approprie avec la prétention ou l'illusion de dire il vaut mieux qu'on s'approprie ce langage pour soi-disant éviter que ce soit l'extrême droite qui finalement prenne le pouvoir. Mais on voit très bien que c'est tout l'inverse. On banalise ce discours et on favorise à l'évidence, à travers cette banalisation,
la possibilité et le risque certain aujourd'hui de voir précisément l'extrême droite arriver au pouvoir. Alors, le combat que nous menons, c'est le combat aussi, je termine parce que je ne peux pas ne pas le redire, c'est le combat, outre un combat social, aux côtés de la mobilisation sociale, parce qu'il faudrait développer aussi le déni de démocratie que nous vivons sur le plan social, politique et institutionnel, mais c'est le combat, et je terminerai vraiment par là, contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations de tous ordres, contre les Roms, contre les LGBTQI, etc. Et on voit qu'à travers les mots qui sont utilisés, qui sont des mots violents, qui sont des mots qui divisent, des mots qui fracturent, des mots qui renvoient toujours à un refus de discussion et de lien social, de citoyenneté, eh bien on voit les actes qui suivent, et nous sommes à la Ligue des droits de l'homme avec beaucoup d'inquiétude, de plus en plus saisis d'actes violents qui proviennent pour l'essentiel, alors qu'on essaye dans les médias de vous démontrer le contraire, qui proviennent pour l'essentiel de l'extrême droite. Et cette espèce de volonté du pouvoir de diminuer l'impact, d'essayer de dissimuler l'impact de cette violence de l'extrême droite pour au contraire renvoyer à ce qui serait une violence d'extrême gauche, au surplus présentée comme proche ou alimentée, ou une sorte de fusion entre des partis et cette violence, eh bien là aussi ça fait partie de ces amalgames extrêmement dangereux que nous devons dénoncer. Voilà, j'ai peut-être été un peu schématique, voire peut-être j'ai voulu balayer quelques-uns des aspects de manière certainement incomplète, mais ce que je voulais vous dire, c'est le plaisir que j'ai aujourd'hui à être parmi vous et à voir que nous avons bénéficié d'un formidable élan de solidarité autour de la Ligue des droits de l'homme. On avait l'intention, il y a 3 semaines ou 4 semaines avant les propos de M. Darmanin, puis ceux de Mme Borne, de lancer une campagne d'adhésion. On n'a pas besoin de le faire. Le seul merci qu'on puisse adresser à M. Darmanin, c'est de nous avoir permis en 15 jours d'avoir multiplié le nombre d'adhésions, d'avoir eu des dons et d'avoir autour de nous beaucoup rassemblé. Ça ne nous rend pas pour autant d'un optimisme démesuré, mais ça nous renforce évidemment dans notre combat, et d'avoir dévoilé aujourd'hui ces 2 plaques, eh bien ça nous relie à un passé que nous avons honoré et à un avenir dont nous espérons être aussi, pour lequel nous espérons être à la hauteur et espérons-le honorer par la suite. Merci.